Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spécial grand champion de l'histoire avec Jérôme Maufra. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors dans cette émission, on va voir un grand champion des années... Alors maintenant, on commence à approcher 60, 70, 80 même, hein, parce qu'il a quand même poursuivi, y compris dans l'ère moderne, c'est Efim Geller. Oui, ton hésitation est tout à fait légitime parce que Efim Geller a une carrière extrêmement longue. Il a fait preuve d'une longévité assez extraordinaire puisque, pour te donner un exemple, il a participé 23 fois au championnat du RSS. Oui, c'est énorme. Entre la fin des années 40 et le début des années 80. Oui, c'est ça. Donc c'est véritablement quelqu'un qui a croisé tous les grands joueurs, qui a disputé tous les cycles zonaux, interzonaux pour le titre mondial et qui a eu une très très longue carrière marquée par des résultats quelquefois mitigés, mais il a toujours posé beaucoup de problèmes à tous les joueurs qu'il a rencontrés. Alors qui est Efim Geller? Comment s'est déroulée sa grande carrière? Alors Efim Petrovitch Geller est né en Ukraine en 1925 à Odessa. Alors Odessa, c'est très particulier parce que c'est une ville qu'on appelle la New York russe à l'époque. À la suite de la guerre turco-russe du XVIIIe siècle, en fait, c'est devenu un comptoir commercial. Et cette ville qui comptait à peine 2-3 000 habitants en 1800, elle compte au moment de la naissance d'Efim Geller plus de 600 000 habitants. Et c'est une ville très cosmopolite, on y croise des Italiens, des Bulgares, des Français, des Turcs qui viennent faire affaire. Et il y a aussi une forte communauté juive, jusqu'à 30% de la population, et qui aide à la prospérité de la ville, qui travaille dans l'artisanat, dans les affaires, et dont Efim Geller est lui-même issu. D'accord. Alors c'est une ville qui est aussi à la pointe de la Révolution, hein, le cuirassé Potemkin et Odessa, ce sont des choses qui sont très liées. Donc c'est une ville qui est à la pointe de la Révolution et de fait, elle devient une ville symbole. Elle est reprise par l'armée rouge, elle est reprise par les Blancs, occupée par les Français, reprise à nouveau par l'armée rouge. Et de fait, il y a souvent des règlements de compte politiques pour la population de cette ville qui subit des exactions et des pogroms dans les années 20-30, au moment de la naissance d'Efim Geller. D'accord. Donc il arrive au début de la guerre, en 40, il a 15 ans, donc il commence à sans doute déjà être un bon joueur à 15 ans. Il sait déjà jouer, mais sa progression est entravée bien sûr par la guerre, parce qu'il est mobilisé comme mécanicien dans l'aviation. Donc bien sûr il effectue son service, il est tout jeune, hein, puisque né en 25, il doit avoir 18 ans en 43, tout simplement. Et à la fin de la guerre, eh bien, il continue sa carrière de joueur en Ukraine, avec des bons résultats au championnat d'Ukraine pour commencer. Il finit 5e, 6e dans les années 40-49 et finit même par remporter ce championnat d'Ukraine à 4 reprises, en 50, 57, 58, 59. Et puis ensuite, il s'attaque au championnat du RSS, avec une première participation en 49 et une dernière participation en 1985. Oui, donc on voit bien la longévité. La longévité incroyable, 38 ans au cours desquels il dispute 23 championnats du RSS. Donc il a connu aussi, comme les joueurs de ces années-là, le début aussi du classement Elo, qui arrive en 70. Donc... Qui arrive en 70, puisque jusque-là, on avait des maîtres, des grands maîtres. Il a d'ailleurs obtenu le titre de grand maître international dans le premier convoi de tous les joueurs qui l'ont eu en 1952. Au début des années 50, le titre de maître et de grand maître sont créés par la FIDE, officialisés et deviennent la seule mesure de la force des joueurs. Et puis ensuite, on a le fameux classement Elo qui est introduit dans les années 70, comme tu l'as dit, et qui permet de mesurer de façon plus fine la force des joueurs, quoique la force du Elo est quelquefois... elle correspond bien, mais bon, c'est pas forcément à 10 points près. Non, c'est pas absolu, c'est pas une mesure absolue, mais c'est une mesure qui marche assez bien quand même. Hein. Ouais. On voit à peu près quelle est la force des joueurs grâce à leur Elo. Mais il y a des joueurs qui ont des victoires factices, ça arrive ça. Oui, alors là on rentre dans un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que Geller était un joueur d'une grande longévité, qu'il a remporté 2 titres du RSS à une période où le Elo n'existait pas, c'était 1955, et une autre période où il existait, c'est 1979. Il y a 24 ans entre ces 2 titres de champion du RSS. C'est dire la longévité et le maintien dans le temps de sa force. Et alors quels sont ses plus grands résultats Alors ces grands résultats, c'est des victoires dans des grands tournois comme Vaikense par exemple. Ce sont aussi des médailles d'or ou des médailles d'argent aux Olympiades avec l'URSS, puisqu'il a mis sa longévité au service de l'URSS des années 50 jusqu'en 1980 aux Olympiades de Malte, où il obtient encore une médaille. D'accord. Donc un très fort joueur pour l'URSS, un très fort joueur de tournoi aussi,
qui a eu des résultats un peu plus mitigés dans les tournois des candidats. Il n'a jamais eu la possibilité de disputer réellement le titre mondial. Il est éliminé 2 fois en quart de finale. Oui, mais ça prouve qu'il était déjà dans les 10 premiers. Il est déjà dans les 10 premiers. Il reste dans les 10 premiers, c'est une valeur sûre, mais il ne parvient jamais à arriver dans le top niveau des 2-3 premiers mondiaux. Tout à fait. Donc on va voir une petite image tout de suite maintenant sur l'écran où on voit Efim Geller. Alors ici, il est au fond à droite. Absolument, juste derrière un jeune joueur qui est déjà champion du monde à l'époque, puisqu'on est en 1980. Il s'agit d'Anatoly Karpov. Voilà, mais pas depuis longtemps. Enfin, ça fait 5 ans qu'il est champion du monde, effectivement, Karpov. Donc voilà, on voit le jeune Karpov devant juste Efim Geller. Donc c'est l'équipe du RSS qui rencontre ici. Alors c'est sans doute une Olympiade. C'est l'Olympiade de Malte de 1980 et l'URSS rencontre l'Islande. Il y a plusieurs choses intéressantes à noter sur cette photographie. La première chose qui peut frapper, c'est de voir Anatoly Karpov et Efim Geller qui jouent sur des échiquiers qui sont au mieux en vinyle, au pire en carton. Et c'est une Olympiade. Ouais. Oui, ça a l'air d'être les pièces en plastique. Et déjà, avec des pièces en plastique. Ouais, déjà. C'est assez amusant. D'autres choses amusantes sont à noter. On distingue en haut à droite la composition de l'équipe du RSS avec 3 grands maîtres et un maître international. Karpov, Geller, et puis un jeune maître international qui joue au 4e échiquier, on devine son nom, et c'est G. Kasparov. Alors j'imagine que c'est Garry Kasparov, évidemment, c'est certain. Qui est à ce moment-là seulement, si j'ose dire, maître international. Et au-dessus, c'est peut-être Biliavski, je ne sais pas. On voit BL. On voit pas très bien. Ouais. On remarquera aussi qu'il y a 3 maîtres internationaux dans la composition de l'équipe d'Islande. Aujourd'hui, dans toutes les compositions quasiment d'équipes des Olympiades, on n'a que des grands maîtres. On n'a que des grands maîtres. Alors, dès que l'Islande est un grand pays d'échecs. Absolument, avec des joueurs comme Hjartarson dans les années 80. C'est un peu comme la Hollande, c'est-à-dire petit pays, mais alors très très grande, très grande équipe de joueurs, très, très forts joueurs, avec une vraie tradition. Il y a une vraie tradition dans les pays nordiques. La nuit polaire y aide un petit peu parce qu'il y a des promulgations officielles, il y a des recommandations officielles des États, je crois que c'est en Islande ou en Suède, que l'État recommande notamment la pratique des échecs pendant la nuit polaire pour éviter la dépression. Ah oui, pour s'occuper, d'avoir une activité en lumière, puis de faire travailler un peu. D'accord, non mais c'est pas bête, c'est intéressant. Donc, je ne savais pas cette histoire-là. Ça explique pourquoi Carlsen, norvégien aussi, aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Oui, avec les Nordiques, il y a des choses à dire. Il y a pas mal de joueurs un peu extraordinaires. Et donc, voilà, donc cette photo de Efim Geller. Alors, on va illustrer la carrière, l'extraordinaire carrière d'Efim Geller, qui a rencontré les plus grands. Il a joué, je pense qu'il a joué presque contre tous les champions du monde de ces époques-là. Il a joué Petrosian, il a joué Spassky, il a joué Karpov, il a joué Fischer, il a joué les plus grands. Au Mémorial Alekhine en 1975, il termine devant Karpov, Korchnoi, Spassky et Petrosian, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont des joueurs qui, de toute façon, en disputant 23 championnats du RSS, on imagine qu'il a rencontré tout ce qui s'est fait de mieux depuis Botvinnik jusqu'à Kasparov. Voilà, donc on va passer à la partie que je vais mettre avant qu'on la voit sur l'écran, ici. Voilà, on va passer à notre partie du jour. Donc, pour illustrer le talent de ce grand maître à l'exceptionnelle longévité et qui a trusté le haut du pavé, même s'il n'a pas réussi à atteindre la finale championnat du monde, il a quand même marqué son époque. Il faisait partie des grands maîtres à battre. Si on voulait devenir champion du monde, il fallait passer devant Geller, ce qui n'était pas simple. Et ici, c'est une partie qui fait partie sans doute d'un des sommets de la carrière de Geller, puisqu'il joue Petrosian en 63. Or, 63, c'est l'année où Petrosian est champion du monde. Oui, c'est sa première année en tant que champion du monde, en tout cas. Voilà. Il défendra ensuite son titre Petrosian face à Spassky en 66. Donc il est au top de sa forme, Petrosian. C'était à l'époque un joueur dont on disait qu'il était imbattable. Il faisait énormément de nuls et c'était quasiment impossible de le battre. Il perdait quasiment jamais. Il gagnait bien sûr des parties, mais surtout il n'en perdait pas. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'être champion du monde. Et on pensait qu'on ne pourrait pas le battre tout simplement, avant qu'il fatigue, avant qu'il devienne trop vieux. Oui, Botvinnik avait plusieurs fois perdu son titre de champion du monde et l'avait repris dans des matchs revanche. Quand il a perdu contre Petrosian 5-2,
Il n'a pas fait valoir ce droit au match revanche parce qu'il a vraisemblablement compris qu'il était un peu sur le déclin et que de toute façon il avait face à lui un mur, qu'il était pour lui infranchissable. Ouais. Petrosian, donc très grand joueur Petrosian, sur lequel on reviendra bien sûr, dans ce catalogue des grands champions d'échecs. Voilà, alors Geller entame cette partie avec le coup du pion du roi, E2, E4, ouverture que l'on dit ouverte. Mais Petrosian, alors qui justement, lui, alors, aimait beaucoup les systèmes fermés, il jouait notamment la Caro-15, c'est-à-dire le coup, ici, le petit coup C6, qui est bon, mais un coup qui justement va essayer de verrouiller un peu le jeu, celui de D5, en évitant les grands débuts ouverts, il les jouait peu. Hein. D'ailleurs, quand il a tenté de les jouer, ça n'est pas qu'une sortie. Hein. Oui. Il est parti contre Fischer où il tente la sicilienne et puis finalement il perd. Mais donc justement, on va voir ici le style de Petrosian qui est typique dans cette partie, puisqu'il ne rentre pas dans les grands débuts ouverts, il ne rentre pas dans E5, il ne rentre pas dans C5, il ne joue pas le jeu ouvert, il joue E6, voilà, il joue la française, qui est une autre façon de fermer le jeu. On peut jouer par C6 ou par E6 ici. Avec des 5, on a une partie, toujours bien sûr intéressante, mais qui est moins ouverte, avec moins de possibilités tactiques, moins d'ouverture. D4 de la part de Geller, c'est normal, on occupe le centre, puisque les noirs ne font rien pour contrer cette ouverture. Et voilà, le coup suivant, logique, D5, qui attaque le pion E4. Et qui pose tout de suite une question au blanc. Bien sûr. Est-ce qu'il faut prendre le pion noir? C'est faisable, mais ça ne donne rien de particulier en termes d'initiative. Alors si on reprend, on a une position symétrique, où on a simplifié un peu, et c'est une position qui, disons, ne crée pas de tension particulière. De déséquilibre. Voilà. Si on veut gagner, il faut créer des déséquilibres. C'est mieux. On peut aussi pousser bien sûr le pion en E5. On peut jouer en E5, c'est la variante. Alors c'est vraiment la variante fermée, quoi. C'est la variante fermée. Alors ça donne aux blancs quelque chose d'intéressant, c'est d'avoir un pion en E5 qui contrôle les cases D6 et F6, oui. Ce qui limite un peu le développement du cavalier noir. Et si on vient ici, voilà, on contrôle les cases D6 ici et F6 là. Bon, c'est une autre variante, c'est pas ce qu'a choisi Geller, on va le voir tout de suite, puisqu'il joue le coup classique, cavalier C3, on défend le pion E4 avec le cavalier. Alors, c'est un coup tout à fait normal dans la française, et le coup suivant est tout à fait logique aussi, c'est le coup standard. On joue fou B4, on cloue le cavalier, donc on réitère la menace, pion prend E4. Donc ça explique le coup suivant. Alors il y a d'autres variantes, on peut tenter des choses comme dame G4, ici, pour attaquer G7, profiter du fait que le fou est parti. Ça donne lieu à des parties plus tendues, très tendues. Mais bon, c'est chaud contre des grands maîtres. Oui. Parce que là, on laisse quand même beaucoup de pièces au centre en prise. Si on prend E4, il y a aussi le pion D4 plus tard qui sera en prise. Donc c'est un coup dame G4, d'ailleurs, sur lequel je crois on peut répondre des coups comme roi F8, des choses comme ça. On protège et puis on laisse la tension au centre. Et... Bon, bref, c'est autre chose. Hein. On ne va pas analyser le début, c'est pas le but. Ici, E5, voilà, coup classique, le coup standard dans cette position. Et alors là, usuellement, les noirs jouent le coup C5 assez vite, de façon à attaquer la base du centre blanc, puisque là on a une mini chaîne de pions, vous voyez. Et quand on a une mini chaîne de pions, c'est bien d'attaquer le centre. En plus, on sait, que ce soit avec les noirs ou avec les blancs, que si on peut jouer le coup C5 avant de sortir le cavalier, c'est mieux, puisqu'on a utilisé son pion à bon escient pour attaquer le centre, avant que le cavalier sorte. Parce que si vous sortez le cavalier avant d'avoir joué ce coup, vous bloquez votre pion. Donc voilà, alors on peut jouer C5 tout de suite, ou le coup de Petrosian qui est sans doute un peu plus prudent, un peu moins agressif, mais bon aussi bien sûr, c'est le coup B6. Alors B6 n'empêche pas, même consolide presque la possibilité C5, c'est-à-dire en cas de prise des blancs, on peut envisager de reprendre du pion, ce qui donne un très fort centre de pion pour les noirs, mais c'est aussi la possibilité de sortir très vite le fou sur la case A6. Alors c'est important parce qu'en jouant E6, on a emmuré ce fou. Donc en jouant B6, on montre que voilà, on a toujours la possibilité de l'activer sur cette grande diagonale et pourquoi pas l'échanger contre ce fou qui lui par contre effectivement est un fou que les blancs aiment bien garder puisque les pions sont sur noir. Donc on aime bien avoir ce fou d'attaque qui est un vrai fou d'attaque. Et puis en cas d'échange des fous en A6, il y aura une reprise avec le cavalier B8, ce qui permet de le développer du même coup et d'avoir encore un œil supplémentaire sur la case C5. Oui, qui permet en plus exactement d'avoir un œil sur la case C5 et après C5 on peut envisager, si les blancs ne font rien, de recycler le cavalier par C7, ce genre de choses. Donc B6, cavalier F3, donc logique, on se développe, tranquille, on se développe. En plus, cavalier F3, l'avantage de contrôler les cases centrales, mais enfin, comment on peut commenter le coup comme cavalier F3 qui est archi naturel, logique et surtout qui est un coup de développement. Donc là, Petrosian ne se presse toujours pas, il joue le coup un peu étrange, dame D7.
Alors dame D7, il met la dame sur blanc. Bon, ben, il a un petit œil sur les cases blanches. Pourquoi pas. Ce qui est complémentaire de ce fou ici de cases noires. Bon, c'est un coup de développement de la dame qui est un peu mystérieux, j'ai envie de dire. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais aimé jouer ce genre de coup. Bon, ça fait rien pour le centre. Moi, j'aimerais plus le coup C5, à la limite le coup fou A6 pour échanger très vite mon mauvais fou, parce que c'est pas il tape sur mes pions contre le bon fou. Bon, le coup dame D7, pourquoi pas, c'est un coup de développement de la dame qui se justifie. Alors, on met la dame sur blanc, on a le fou sur blanc, c'est-à-dire que comme on a mis les pions aussi sur noir ici, on rajoute du contrôle sur les cases blanches. Hein, parce qu'on peut, avec les blancs, on va avoir certaines invasions possibles, et notamment des échecs ou des cavaliers qui peuvent venir sur ces cases. Bon, on n'en est pas là. Fou D2. Alors, logique, en jouant fou D2, eh bien, simplement on développe le fou et on décloue le cavalier C3, hein, ce qui peut être utile. Et notamment, ça évite aussi, en cas de prise, ça peut éviter de doubler les pions. Hein, puisqu'ici, jusqu'ici, en cas de prise en C3, B prend C3, on a des pions doublés. Ce qui est classique dans la française en général, les blancs ne craignent pas ça. C'est pas trop gênant avec un pion C2, C3, D4. Non, parce qu'on peut jouer C4 souvent très vite, et puis souvent même on a besoin de tout simplement d'avoir deux pions ici, parce que quand les noirs prennent en D4, on prend du pion, et puis on a un deuxième qui peut encore protéger la chaîne. Il y en a toujours un en réserve. Voilà, donc c'est des pions doublés, mais qui sont proches du centre, donc ils ont un intérêt défensif fort. Bon, fou D2. Alors, fou D2, je ne sais pas si ça menace directement des choses, je ne pense pas. Mais Petrosian, alors joue fou F8. Alors, bon, ça moi je ne sais pas commenter ça. On peut dire que c'est un coup prudent. On ne comprend pas bien pourquoi on a joué fou B4 puis fou F8, puisque ça ne contribue pas au développement. Il peut estimer, Petrosian, que le coup fou D2 est un coup de toute façon de faux développement. C'est vrai que le fou n'est pas hyper actif en D2 et que le temps perdu par les blancs est compensé par ce coup fou F8. En jouant fou F8, il dit finalement je ne vais rien échanger, je n'ai pas envie d'échanger mon fou. Et je vais peut-être continuer à me développer par cavalier E7 plus tard. Et puis je me réserve la possibilité de C5, parce que si je garde le fou en B4, sur C5, les blancs jouent A3 et ça oblige le fou à s'échanger. Alors peut-être Petrosian joue cette variante pour éviter cet échange. Ce sont des tentatives de développement théorique. Hein. Là aussi, on est dans une époque où on cherche encore, on est en 63, les ordinateurs sont toujours pas là. Hein. Non. Donc on cherche encore les meilleures façons de traiter les positions. Et bon, pourquoi pas. Et là, Geller, lui, il se dit, les noirs ont perdu du temps, j'ai quand même 3 pièces développées, il n'en a quasiment pas, la dame en D7, mais est-ce que c'est un vrai développement? Pas clair. Donc je commence à attaquer direct. A4. Alors A4 a un double intérêt. J'ai un œil sur B5, donc je peux mettre une pièce en B5 en étant extrêmement bien protégé, y compris par le pion, mais je peux aussi envisager des A5, de façon à prendre en B6 et rajouter du contrôle sur la colonne A en libérant ma tour ici. Donc je fais pression sur le pion A7, j'empêche, si j'arrive à échanger en B6, j'empêche toute velléité des noirs de se développer via A6, puisque fou et tour protégeraient la case A6. Donc c'est un coup d'attaque, un coup d'expansion à l'aile dame, qui profite finalement du louvoiement des noirs dans l'ouverture, avec ce coup fou F8 qui n'est pas clair, et qui... quelque part, les blancs disent t'as rien fait pour m'empêcher de consolider mon centre est fort, pour l'instant tu l'attaques pas, donc il n'y a pas de menace contre moi, je peux engager des opérations à l'aile. C'est un principe stratégique général. Si votre centre est consolidé, vous pouvez très clairement affaiblir ou en tout cas provoquer des attaques sur les ailes. Il n'y a pas de danger de vous faire ouvrir la position en mettant à jour des faiblesses. Parce que si vous attaquez sur les ailes sans avoir protégé le centre, quand le centre explose, eh bien vos attaques sur l'aile vont s'avérer être des cibles, au contraire des cibles d'attaque. Ici, la menace, c'est A5, je pense. C'est A5, même, A5. Clairement, parce que A5 empêche C5. A5 empêche C5, c'est-à-dire si effectivement il y a A5, C5, je peux prendre en B6 et on ne peut pas reprendre à cause du vis-à-vis entre les deux tours. Donc A5 est une vraie menace. Donc ça explique le coup suivant des noirs, cavalier C6, et là on n'aime pas cette position. Genre, si on est un peu joueur, on n'aime pas ça parce qu'on a ici 3 pièces quasiment en enfilade et ça donne une excellente case de développement pour le fou F1 avec des clouages
Qui plus est, avec le pion B7 qui a avancé en B6 et donc qui ne protège plus Voilà. le cavalier. Les cases blanches sont affaiblies autour du cavalier. Et bon, bien sûr, le cavalier F3 est encore loin, le fou ne cloue pas encore, mais on n'aime pas cet alignement. Voilà, c'est-à-dire qu'on a presque envie de dire qu'il va falloir assez vite que les noirs jouent à 6 pour protéger cette case B5, mais du coup ça affaiblit encore plus. Chaque fois que vous jouez un coup, d'abord, c'est un coup qui ne développe toujours pas de pièces, et puis à chaque fois que vous avancez des pions, vous donnez des idées de cible dans le camp ennemi, dans votre propre camp, ici en l'occurrence. Bon, alors ce début de Pétrosian, il n'est pas recommandé, je crois que... En plus, en jouant cavalier C6, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on ignore maintenant le coup C5, donc jamais on va attaquer ce centre fort. Bon, alors fou E2 de Geller maintenant. Bon, alors il ne vient pas en B5 puisque A6 obligerait l'échange, et ça, c'est un peu les noirs essaient de forcer ça, ça les arrangerait bien sûr. Mais les blancs retardent ça, c'est-à-dire qu'ils ont l'idée d'aller ici, mais au bon moment, quand ils auront la possibilité d'y venir sans être chassés. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a plus d'histoire de fou à 6. Voilà. Alors fou D3 serait sans doute une erreur, parce que si on avait joué fou D3, il y a l'idée simple de jouer cavalier B4, parce qu'en jouant A4, on a quand même une petite faiblesse sur la case B4 maintenant, puisqu'on ne peut pas chasser le cavalier. En B4, on aura attaqué le fou, et on retrouve la possibilité de jouer C5. Donc fou E2 est malin, puisque sur cavalier B4, on n'attaque rien. Donc ça n'empêche pas les blancs de jouer par exemple le fameux coup A5, qui empêche C5 encore une fois, puisque A prend B6 menace. Et puis en plus qui active beaucoup cette tour, bien sûr. Donc fou E2. Donc Pétrosian se résout à développer la seule pièce vraiment qui encore trouve une case, c'est le cavalier E7. Alors ce cavalier est bien. On peut envisager de venir en F5, regardez, puisque maintenant on a quand même une petite idée pour les noirs, c'est de faire pression sur D4 avec les deux cavaliers, et comment les blancs défendent, c'est pas clair, pour l'instant il n'y a que ça. Et la dame ici ne protège pas, puisqu'elle est bloquée par le fou E3, par le fou D2, pardon. Donc c'est une vraie menace positionnelle que ce coup cavalier G7. Donc petit roc. Voilà, et là, pourquoi pas, il aurait pu tenter ça. Ici, encore une fois, c'est possible pour Pétrosian, mais peut-être que sur cavalier F5, l'idée c'était peut-être maintenant de jouer fou B5, qui cloue, et en cas de A6, peut-être de prendre, et le cavalier F5 est mal placé, puisqu'on peut jouer G4 cette fois, et le cavalier ne peut pas venir en H4, qui est sa case naturelle en fait, puisque le cavalier protège et il faut revenir à la maison, quoi. Et du coup, les blancs font leur expansion classique à l'aile droite, puisqu'on va jouer ensuite, après G4, on va jouer F4, puis F5, protégé par la tour, et on attaque cette fameuse chaîne de pions. C'est le plan à long terme des blancs. Et ils le font dans cette variante sans grand danger, puisqu'il n'y a pas de risque de perdre le pion D4, il n'y a pas de risque d'ouverture par C5. Et toujours pareil, c'est que le centre est extrêmement solide. C'est le risque de la poussée F4 pour les blancs dans la française, parce qu'en cas de C5 et de reprise par le fou F8, bien sûr, on a la diagonale qui est ouverte vers le roi blanc. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est la grande difficulté. Oui, tout à fait. Ça peut être très dangereux, à contrario. Donc, mais dans cette position, ce coup cavalier F5, sans doute fou B5 et suivi de G4 très vite, et il y a des soucis pour les noirs. Donc là, Pétrosian la joue autrement pour attaquer le centre. C'est une autre façon de l'attaquer dans la française, il joue F6. Alors ça c'est classique. En jouant F6, c'est simple, on attaque non pas la base ici, mais la tête. Alors c'est possible, mais c'est plutôt attaquer la tête puisqu'elle est défendue, bien sûr. Mais F6 crée une vraie menace de prise en E5, et quand les blancs vont reprendre, on va libérer le pion D5, le pion D5 pourra potentiellement avancer, on aura un centre qui peut être fort, peut s'avérer être fort, et puis on peut parfois même avoir un pion E5 faible, parce qu'on peut rajouter des cavaliers à l'attaque, etc. Alors on va voir la suite. Tour E1, logique. Tour E1, simplement. Geller active sa tour, ça c'est extrêmement naturel. Maintenant qu'à F6 a été joué, le thème il est simple, c'est qu'en cas de prise, il y a une colonne ouverte ou semi-ouverte qui s'ouvre, et puis il y a le roi derrière, on n'a toujours pas roqué, on a le fou en F8. Donc on y va. Le décor est planté, c'est-à-dire que les blancs ont une forte avance de développement. L'attaque des noirs sur le centre semble être un peu lente finalement. Pétrosian, voyez-vous, a pris des moyens un peu penauds, un peu lents pour attaquer ce centre, mais il le fait quand même, vous voyez, donc il va quand même dans cette ouverture. Donc prise prend E5, on prend E5 parce qu'on veut boucher cette colonne, on ne veut pas laisser les blancs maintenant jouer des coups comme fou B5 qui ouvrent tout le jeu contre le roi, c'est pas le moment, donc il faut prendre E5 pour boucher, et la colonne, avec l'idée que si les blancs prennent, par exemple par le cavalier qui attaque la dame, on reprend du cavalier, et après la prise par le pion, la colonne est bouchée. C'est-à-dire la tour bute contre son pion, donc le roi n'est pas en véritable danger.
Et là, magnifique coup, mais c'est le moment, parce que regardez, toutes les pièces blanches sont sorties, 1, 2, 3, 4. La tour est activée. La tour à 1 même est active, puisqu'elle est à un coup de jouer A5 qui ouvre totalement sa colonne, et le roi est à l'abri. Donc c'est le moment ici pour les blancs de prendre des vraies décisions. Et là, Geller, donc du coup, ne reprend pas le pion E5. Regardez, c'est magnifique. Il joue le très joli fou B5. Et ça y est, on y est. C'était ce qu'on avait dit tout à l'heure. La case B5 est faible. On a des pièces ici en enfilade. La menace blanche est énorme, puisque c'est cavalier prend E5, attaque la dame et attaque le cavalier C6 en même temps. Et A6 ici ne suffit pas. A6 ne suffit pas. A6 ne suffit pas puisque cavalier prend E5, attaque la dame. Alors, A6 ne suffit pas. Je récupère le pion en attaquant la dame. Je ne peux pas prendre le cavalier puisque le cavalier est cloué. Et le seul coup ici qui ne perd pas de pièce, si je m'en vais en D8, évidemment, je perds le cavalier. Donc il faut jouer dame en D6. Et là, regardez, il y a le fameux cavalier H5, Dame H5. échec. Voilà. Et on ça, peut peut-être d'abord prendre en C6 pour éloigner le cavalier E7. on peut aussi prendre en C6 pour Comme ça, on craint pas G6. C'est vrai, mais ça c'est encore plus fort parce que le cavalier ici gêne le roi. Il ne peut même pas venir en E7, il a encore moins de cases. Je pense que c'est encore plus fort parce qu'on a envie de garder le clouage ici et puis de garder ce cavalier qui gêne, quoi. Parce que où va le roi? Si le roi va en D8, cavalier F7 et c'est mat. Alors il peut jouer G6, mais sur G6, le problème est immédiat. Regardez, c'est simple, on joue simplement dame F3, menace, dame F7. Que font les noirs? Alors maintenant, il faut faire quelque chose, alors on va prendre le fou. Et si on prend le fou, on peut choisir de jouer simplement dame F7 échec, roi D8 forcé. Hein, et regardez des coups comme ici, dame F6, menace à la fois dame prend tour et cavalier F7. Cavalier F7, échec, et la dame est en prise. Et alors si on prend du cavalier, on reprend simplement du pion qui attaque la dame et la tour est encore perdue. On a au moins gagné la qualité et l'attaque n'est pas finie. Donc en fait, la position est archi écrasante. Vous voyez qu'on n'a pas le temps en fait. Donc sur F prend E5, fou B5, la menace cavalier prend E5 est trop forte. Donc Petrosian n'a pas le choix. Il joue le seul coup qui tient la position, cavalier G6. Cavalier G6 avec l'idée que si on prend du cavalier, évidemment on peut prendre de l'autre cavalier. Voilà. Mais on voit quand même que là, ça plaît pas quand même. Hein. Non, c'est pas plaisant ça. C'est vraiment pas plaisant. Alors là, dans ce type de position, il ne faut pas que les blancs attendent. On est dans une position ici où l'attaque doit être forte, puissante, chaque coup doit marquer, parce qu'il ne faut pas que les noirs aient le temps de jouer à 6 tranquillement, de façon à enlever ce fou qui pour l'instant est extrêmement puissant. Donc pour garder la puissance de ce fou, il faut être actif. Donc Geller est actif et il fait tout de suite quand même cavalier prend E5. Donc ça force la réponse de Petrosian. Et là, simplement, tour prend E5. Magnifique. Voilà. Alors magnifique, pourquoi? Parce que cette tour, en venant ici, elle n'est pas en prise du cavalier puisqu'il y a clouage. Et par contre, elle cloue le pion E6. Et ça, c'est important parce que ça menace cavalier prend pion. Le cavalier est protégé par la tour et n'est pas prenable par le pion E6 à cause du clouage. Donc alors là, ça gagne un pion central net avec une position écrasante puisque le pion E6 devient une faiblesse en plus chronique. Et de manière plus générale, quand il y a une reprise possible sur une case faible, puisque là la case E5 c'est une case faible, il ne faut pas reprendre du pion, il faut reprendre de la pièce. Là, s'il avait repris du pion, oui. Il aurait bouché la faiblesse des noirs, en fait, il leur aurait rendu service. Exactement. Donc faites pas l'erreur parce que si vous prenez ici du pion, bien sûr, votre tour ne joue plus vraiment en attaque. Elle n'est pas mal placée en soi, elle défend un pion avancé, mais on n'a plus d'attaque contre le roi. Le pion E6 devient moins faible d'un coup. Le pion E6 est protégé en fait par le pion E5, tout à fait. Donc c'est moins fort que la partie. Après cavalier E5, simplement tour prend E5, voilà, avec une position déjà extrêmement tendue pour Petrosian, qui a fait un début, comme on l'a vu, trop mou peut-être, sans doute trop mou, et Geller ne laisse pas passer cette occasion. Donc A6, c'est le moment, il faut absolument s'enlever de ce clouage qui devient infernal. Bon, là, il n'y a pas trop le choix pour les blancs, parce que si on enlève le fou, évidemment, le cavalier attaque la tour. Hein. Oui. Voilà, ce fou tient le clouage, donc il faut prendre, ici, il n'y a pas le choix. Fou prend C6, dame prend C6, et c'est l'heure pour regarder. Alors, on aurait pu choisir tout de suite cavalier prendre D5, mais Geller fait encore un tout petit peu mieux, puisqu'il fait... il fait pas cavalier D5, pardon. Si, il fait cavalier D5 quand même. Faut prendre, dame prendre... Ah oui, je crois qu'il avait fait échec d'abord. Non. Il fait cavalier prendre D5 quand même, et ça y est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le cavalier est imprenable, il y a la tour.
Et le pion E6 est cloué. Donc que font les noirs? Que font les noirs qui ne sont toujours pas très développés puisque les deux fous sont sur leur case d'origine, le roi n'a pas roqué, il est encore au centre et la diagonale critique E8, H5 est ouverte. Exact. Donc ici, il y a plusieurs coups possibles. On peut analyser. Alors, on va voir que Petrosian a choisi le coup fou D7. Bon. Parce qu'il veut sans doute faire un grand roc rapidement. On pourrait tenter aussi fou D6. On peut jeter un œil sur fou D6. Alors, l'intérêt de fou D6, il est que si la tour s'en va, évidemment, le cavalier est en prise. Donc, c'est un vrai problème. Hein. Il faut quand même gérer ça. Bon, en plus, ça peut préparer le petit roc qui attaque du coup, qui laisse en prise la tour et le cavalier. Donc c'est quand même embêtant. Donc il fallait que Geller prévoie quoi faire dans cette position. Alors la variante est la suivante, simplement dame H5 échec. Et si, alors ça c'est un vrai problème, hein, parce que si le roi par exemple vient en D8, ben, on peut activer encore le fou par échec, on peut faire beaucoup de menaces de ce type-là. Si on joue G6 simplement pour parer l'échec, eh bien on n'est pas pressé, on joue simplement dame F3. Regardez, pourquoi? Parce qu'on a un vis-à-vis dame-dame. Il faut le voir ça. Hein, oui. La dame C6 est en l'air et on menace tout simple cavalier F6, échec et on gagne la dame C6. Voilà, on menace cavalier F6, échec et le roi ne peut pas venir en D7 puisque le cavalier ici protège aussi la case. Donc c'est échec, il faut parer l'échec et après la dame est perdue. Donc ça menace, ça crée une menace qu'il faut parer. Alors si par exemple les noirs parent cette menace, par exemple prenant le pion C2, pourquoi pas, imaginons, on a toujours quand même la tour ici qui est en prise, mais simplement on peut d'abord faire cavalier échec, puis bouger la tour, par exemple. Ou aller prendre la tour à 8. Ah oui, aussi, bien sûr, on peut aussi aller prendre, regardez, la tour à 8. Non seulement il y avait la dame en prise, mais il y avait aussi la tour derrière. Et sinon, on va voir un peu ce qui s'est passé dans la partie, en fait. C'est un peu la même chose. Parce que si les noirs ici jouent fou D7, alors fou D7, 1, ben, Petrosian a vu un peu ce type de manœuvre. Donc il s'est dit, ben, je vais développer, à la fois 1, je vais protéger ma dame. 2, je laisse le cavalier en prise. 3, je menace, entre guillemets, de faire grand roc. Parce que je peux faire grand roc. Et après grand roc, ben, je suis moins embêté par ce clouage. Je suis un peu à l'abri. Et puis je laisse les blancs avec des soucis au centre. Donc je peux respirer, quoi, en fait. Donc il ne faut pas laisser les noirs respirer. Non, il ne faut pas les laisser respirer. Et la meilleure façon de faire, c'est de ne pas les laisser roquer. Exact. Alors, magnifique coup de Geller. Simplement, il ne se presse pas. Tranquille. Il joue fou G5, qui empêche tout simplement le roc. Vous voyez comme il finit le développement sans se presser, et tout en gardant une pression énorme sur le camp des noirs. Donc là, par contre, on se dit, oui, mais attention, parce que maintenant, il n'y a plus cette histoire de dame en l'air. De dame en l'air, puisque je suis protégé par le fou. Donc je peux jouer le coup, fou D6, c'est ce que fait Petrosian, puisque j'attaque la tour. La tour ne peut pas venir non plus en F5, puisque je la prends. Donc, que va-t-il devenir de ce cavalier si la tour s'en va? Et là, il fallait avoir calculé ce qui suit, ce qui est très important, mais Geller a tout vu. Il joue dame H5, échec au roi. Il y a un problème pour les noirs. Alors, à noter que si les noirs jouent le coup ici G6, un peu comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, et bien simplement, on peut jouer un coup comme dame H6 sans se presser, et en cas de prise de la tour, eh bien, prise, la prise de ce cavalier ici est empêchée par le simple dame G7, attaque et menace mat, puisque je suis protégé par le fou. Donc, vous voyez, des coups calmes suffisent à éviter des problèmes. Et il y a toujours des menaces énormes. On peut jouer cavalier F6 échec, le roi peut toujours pas roquer, et puis qu'est-ce qu'on fait contre dame G7? On peut jouer tour G8 ne suffit pas. Alors si on joue tour G8, eh bien, on peut faire dame pour H7. On a toujours le même problème. Attaque la tour, et si on joue tour F8, qui paraît logique, plus logique, puisque là, cette fois, en F8, bon, ben, on est protégé, et puis on peut envisager de jouer des tours F7, des choses comme ça, pour essayer de s'en sortir, mais ça ne marche pas non plus, puisqu'on fait quand même, par exemple, dame G7, menace toujours mat. Comment on fait pour parer le mat? Et en plus, on menace aussi cavalier F6, échec. Là, il resterait tour F7, quelque chose comme ça. Alors, à noter que dame C4. Dame C5 ne marche pas, parce qu'on protège. Alors, bien sûr, on protège ici, mais simplement, d'abord, on peut jouer B4.
Où va la dame? Plus de cases pour la Elle dame. n'a pas de case. Ou alors, on peut même jouer Jouer. cavalier prend C7, échec, force, dame prend, suivi du mat. Voilà. Donc là, le coup tour F7 est forcé, d'accord. Et là maintenant, regardez, c'est simple, échec, tour F8, et ça y est, c'est l'heure du cavalier de venir, puisque cavalier F6, échec. Si on vient en D8, eh bien, on perd la tour, donc il reste que le coup roi, ici E7, et là regardez, simplement on fait cavalier prend H7, échec du fou, et après la descente, regardez, le cavalier attaque la tour, donc on va pouvoir prendre la tour. Dame prend et c'est mat. Et c'est mat. Donc c'est mat extrêmement rapidement. Donc sur dame H5, le coup G6 est simplement contré par le dame H6, et c'est une invasion sur les cases noires qui empêche toute prise de la tour au 5. Vous voyez, comme tout tient, mais comme le roi noir est sous pression terrible. Donc Petrosian comprend ça, il faut garder ce pion ici, parce qu'il faut empêcher ces fameux aussi cavalier F6 échec. Donc il faut garder le pion dans cette position. Donc il joue roi F8. Ça fait peur. Hein. Alors l'intérêt d'un roi F8 quand même, il est fort, c'est qu'on enlève les clouages. Donc il n'y a plus de clouage du pion, donc on peut menacer pion prend cavalier, on peut menacer peut-être, on menace toujours bien sûr tout de suite, cavalier prend tour. Donc ici maintenant Geller continue son attaque par dame F3 échec. Et alors, quelle est l'idée de dame F3 échec? Où va le roi déjà tout simplement? Alors à noter que maintenant que le roi a bougé, il est déroqué. Hein. Oui, il ne peut plus roquer, il ne pourra plus roquer de la partie. Voilà. Même s'il revient en E8, ce qui est toujours possible. Alors si le noir revenait en E8, alors on est obligé de regarder un peu, c'est une super partie d'attaque. Hein. Regardez, magnifique, ça c'est le thème qu'on a vu tout à l'heure avec le coup que les dames sont en vis-à-vis. On peut jouer le coup magnifique, tour prend E6 quand même. On se dit, oui mais il est en prise, oui bien sûr il est en prise. Et en plus le roi n'a pas le choix parce qu'il n'y a aucune case n'est jouable. Donc il faut prendre. On n'a pas d'autre coup. Et regardez, pouf, échec, et j'empêche le roi de venir en D7 puisque le cavalier contrôle. Donc où va le roi? Par exemple, on va dire en F8, hein, tiens, allez hop, et bien, bloup. Et en plus on attaque la tour, donc le cavalier n'est même pas en prise. Donc on ne peut pas revenir en E8 à cause de cette variante tour prend. Donc on peut jouer par contre le coup roi G8, qui est le seul. Alors le problème de roi G8 évidemment c'est que cette tour, c'est la tour qui a fait le roc, c'est-à-dire le roi protège la tour, mais cette tour ne joue pas. Donc ça veut dire que les noirs jouent virtuellement avec une pièce de moins, qui est carrément cette tour. C'est jamais bien d'avoir cette position-là. Cette tour ne joue pas du tout. Le roi est toujours sous pression, mais bon, en contrepartie, on voit bien qu'il y a toujours cette attaque. Mais regardez, le problème du roi ici, c'est qu'il est toujours sous l'emprise d'un échec. Et en réalité, la dame a été protégée par le coup fou D7, mais ça ne la protège que virtuellement, puisque en fait, le pion E6 est prenable maintenant. Voilà, le pion E6, exactement, le pion E6 est prenable. On peut prendre tour reprend E6 maintenant. Alors l'intérêt de tour reprend E6 c'est double, c'est que j'enlève toute attaque maintenant sur le cavalier, le cavalier est protégé par la dame, et la tour n'est pas prenable, puisque fou prend tour sera puni par même cavalier E7 ou cavalier F6 échec au roi, et la dame serait prise puisque le fou est parti. Donc vous voyez, c'est... Ah. Donc là, les noirs ont perdu leur pion central et un pion de côté en plus, hein, ici, qui n'est plus là. Donc les noirs ont déjà 2 pions de moins, une énorme attaque contre eux. On peut presque dire ici que les noirs sont quasi foutus. Alors il faut juste arriver à répondre à la menace suivante, tour F8. Alors tour F8 est une vraie menace parce que où va la dame? Si la dame va n'importe où, la tour peut être en prise parce que ici la tour ne tient que par la menace de découverte. Donc ici, sur tour F8, on doit réagir et Geller trouve sans doute la façon la plus simple de réagir dans cette position. Regardez, c'est ce qui rend la partie... ce qui fait basculer la partie vers une finale gagnante. C'est très important de savoir faire ce type de transfert. Regardez, cavalier E7, échec. Et là, en plus, les noirs n'ont pas le choix, hein, parce que là, il faut prendre, et le roi ne peut pas venir en F7 puisqu'il y a la dame. Donc cavalier F7, échec, oblige le coup suivant. Fou prend E7. Fou prend E7. Et là, regardez, c'est simplement, on fait dame prend dame, tranquillement. L'échange des dames. Fou prend E6. Et on ne va pas prendre le fou C6, en fait. J'ai l'air, non, il est plus malin. Il prend le fou E7. Alors pourquoi? Parce qu'il garde... S'il avait pris le fou C6, les noirs auraient sans doute... simplement, ils auraient pris le fou G5. Je suis bête, hein. En fait, il y a simplement une prise. Mais je pensais aussi à fou D6 qui est moins fort. Alors l'intérêt aussi, c'est qu'on a une tour, une fameuse tour sur la 7e rangée.
et avec donc toujours cette tour qui ne joue pas. Voilà. Alors là, la finale est quand même, on est avec 2 pions de plus une forte initiative sur la 7e. C'est facile à gagner pour un grand maître. Mais bon, Petrosian va encore jouer quelques coups. Après tour F7, il dit, écoute, est-ce que tu es d'accord pour échanger les tours? Et libérer mon roi et libérer ma tour. Voilà, évidemment, sur tour prend, ça serait une mauvaise opération pour les blancs, puisque roi prend, la tour sort. Et il faut faire attention, parce qu'ici, on a quand même des fous de couleurs opposées, et on sait que souvent, même 2 pions de plus ne suffisent pas. C'est pour ça que Petrosian joue encore, parce que parfois, il y a des possibilités. Mais quand il y a encore des tours, c'est quasiment foutu. Hein, je veux dire, les tours empêchent cette mécanique des fous opposés de jouer. Surtout si les blancs refusent cet échange et puis maintiennent la pression en doublant les tours, comme c'est le cas ici. Voilà, alors ça c'est classique. Pour, en cas d'échange, se retrouver à nouveau avec une tour en E7. Exact, donc ça c'est classique, il faut savoir le faire. Fou prend A4, il a laissé le pion, hein, à noter qu'il a laissé le pion, mais c'est pas le sujet, ce qui compte c'est de garder toute la pression sur la 7e rangée, vous allez voir, parce qu'après B3 qui consolide les autres pions, on revient en C6. Hein, à noter que, évidemment, la tour F7 par transparence contrôle C7, on ne peut pas faire tour prend, mais la suite est claire, tour 1, E6, et où va le fou? Hein, parce que ce fou doit rester au contact de la case E8. Ça, c'est un vrai souci, parce que cette case 8 empêche des échecs mortels. Vous voyez bien que ici, il y a presque mat. Bon, il y a la tour qui peut descendre, mais c'est un thème de couloir qui n'est pas bon du tout. Alors ici, Petrosian pourrait échanger les tours. On peut voir cette variante. C'est pas ce qu'il a choisi. Mais après tour prend E7, eh bien, le pion C7 est indéfendable. Le pion C7 est indéfendable, donc on va se retrouver de nouveau avec 2 pions de plus un pion passé. Plus une menace après tour C7, c'est qu'on attaque le fou, on menace tour C8 qui gagne la tour. Voilà, on menace tour C8 échec, et le roi est obligé d'aller venir à F7 et la tour est perdue. Donc, voyant ceci et voyant que ce n'est pas forcément idéal, il joue fou D5. Voilà. Mais sur fou D5, il y a l'autre possibilité, on peut maintenant venir à E8, d'où l'idée tour 1 E6, hein, c'est-à-dire que tu n'as aucune case pour le fou. Donc échec, tour E7, et là regardez simplement tour 7, on vient ici. Donc ici la menace elle est claire, c'est simplement de venir prendre le pion C7, hein, il n'y a pas de problème avec ça, et les noirs ne peuvent pas prendre la tour, puisque tour prend, roi F7, et on prend la tour H8. Donc simplement, on augmente la pression, on menace tour prend et tour prend C7, tout simplement. Donc ici, H6, alors ça c'est un bon coup, c'est un des rares coups. On attaque le fou et on se libère une petite porte pour le roi pour enfin essayer de faire activer cette tour qui ne joue pas. C'est un peu lent, mais est-ce qu'il y avait le choix? Donc H6, regardez maintenant, tour prend, roi prend, et regardez, c'est magnifique. On ne bouge pas le fou, mais on joue quand même tour prend C7. Voilà, pourquoi? Parce qu'en cas de prise, bien sûr, eh bien, il y a tour échec et on va les bouffer la tour H8. Donc ça permet de gagner un pion, gagner un temps. Il faut répondre à cette menace. Donc roi G8, avec l'idée de venir en H7, et simplement fou F4, tranquillement. Alors à noter que maintenant, bien sûr on peut jouer roi H7, mais sans doute sur roi H7, on peut regarder d'ailleurs ce qui se passe sur roi H7. Sur roi H7, simplement on jouerait d'abord fou G5, et ça menace, tour prend G7, c'est même matin tout de suite. Ça obligerait les noirs à jouer tour G8, donc la tour, malgré qu'elle soit sortie, serait extrêmement passive. On continuerait la partie simplement par C4, où va le fou, et ensuite D5, D6, D7 et Dame. Impossible à arrêter. Donc G5, fou F4, G5. Donc pour ces raisons, Petrosian joue G5. Pourquoi G5? Parce que l'idée de Petrosian, c'est de jouer tour H7 pour libérer sa tour, et non pas de la sortir autrement. Donc fou E5 quand même, attaque la tour, prend les cases noires, tour H7, et on ne prend pas, on joue tour C8. Pourquoi on ne prend pas? Toujours pareil, parce que les fous de couleur opposée, encore une fois, c'est pas totalement gagné. C'est pas du 100%. C'est pas du 100%, même avec ici 3 pions de plus, non 2 pions de plus, pardon. On a 2 pions de plus, mais c'est pas du 100%, effectivement. Il y a des positions où c'est gagné, mais d'autres où c'est pas clair. Et il vaut mieux augmenter son avantage. Donc roi F7, et là simplement, ça y est, on y va, C4, on commence à avancer les pions. Donc fou B7, bon, très bien. Et là simplement tour D8, il ne se presse pas. Geller ne se presse pas, tour D8, il aurait pu jouer tour B8, pourquoi pas, mais tour B8, en fait, les noirs auraient joué des coups comme roi E6 et la tour protège. Et on se demande ce que fait la tour en B8. Ici, on est plus actif, en plus, on protège l'avancée du pion. Roi E6 quand même.
Et maintenant, voilà, l'idée de Keller, tout simplement, roi F6, c'est qu'ici, échec, et encore un pion qui va aller à la casserole. Donc ici... Attention, alors là, ça c'est intéressant, parce que quand on commence à courir après le roi, souvent, chez les amateurs, on a la tentation de chercher des échecs, Oui. et là, Keller, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle tisser un réseau de maths, c'est-à-dire qu'il joue un petit coup de pion. Oui, alors en fait, exactement, on va le voir, mais pourquoi il joue? Alors il joue F3. Pourquoi il joue F3? Parce qu'il veut empêcher les noirs d'activer leur roi par là. Parce que si on vient par ici, on ne crée plus de menace contre le roi, c'est un roi qui devient actif. Et il peut être pénible ce roi, hein, parce qu'il peut aller chercher le pion ici. Il peut attaquer la base. Et oui, si le pion bouge, eh bien, on va remonter, on risque de grappiller tous les pions. Donc il faut empêcher quand même cette manœuvre. Et puis accessoirement, F3, menace G4 mat. Et voilà, menace. Et puis même tour F6 aussi. Tour F6 mat. C'est vrai, mais aussi G4, c'est vrai. Il y a deux menaces de mat en fait. Tour F6 ou G4. Les deux menaces mat. Il y a mat, regardez, le roi ne peut plus du tout bouger. Cette case est prise par le pion. Cette case est prise ici. Le fou est bien sûr protégé par le pion D4. Et cette case est protégée par le fou. Donc un coup comme tour F6 ou un coup comme G4 fait un échec et mat. Vous voyez, un mat en plein centre de l'échiquier. Donc il faut faire attention à ça. Donc Pétrosian joue encore G4. Mais tour F6 quand même. Et après roi H4, regardez, roi G5, pardon, on joue, regardez, pourquoi on joue G5, F4, pardon, en attaquant G5, en attaquant le roi. Et parce qu'on oblige, le seul coup des noirs, c'est de jouer quasiment roi H5, bon, roi H4 on n'a plus, mais le roi est totalement déporté, il est hors jeu, il ne fait rien ici en fait, il ne menace rien chez les blancs. Il est même dans une position où il est presque mat, c'est jamais agréable, et ça laisse aux blancs le temps de prendre le pion D6. Alors là, on peut dire que c'est foutu, parce que même en fou de couleur opposée, là, on a ce qu'on appelle deux pions passés, qui se soutiennent. Donc si on joue après que sur case blanche, on joue en D5, puis après on joue C5, C6, il faut protéger le pion, mais on oblige le fou à bouger, puis après on jouera D6, D7, et c'est fini, le fou ne tient plus les cases. Donc même là, on pourrait commencer à envisager d'échanger les tours, on a quand même une position gagnante. Donc fou E4, et c'est l'heure. C'est à noter hein, la facilité de Geller dans la finale. Toutes les pièces sont à leur maximum, la tour, le fou, il ne se presse pas à aller prendre le pion A6, il sait que les deux pions passés suffisent. Il leur faut quoi pour continuer à avancer? Un soutien supplémentaire, eh bien, c'est le roi. Là où le roi noir, regardez, est totalement hors du jeu, le roi blanc s'active. Il va venir ici chassant le fou, et puis on va pousser des 5, on va amener le roi à la protection, et on va pousser les pions, c'est inarrêtable. Et puis prendre en A6 avec la tour permettrait aux noirs d'activer leur propre tour, puisque tour B7 serait un petit peu ennuyeux. Voilà, on jouerait tour effectivement B7, et comment on protège B3? Il faudrait jouer la tour en A3 pour protéger, la tour blanche deviendrait passive, et ça, Geller ne le veut pas. Ouais. Il a raison d'activer son roi, qui va pouvoir se diriger tranquillement vers le centre au soutien de ses pions. Exactement. Donc tour B7 maintenant pour les noirs, ils essaient quand même de trouver leur salut dans la finale fou de couleur opposée, mais c'est ce que je disais, maintenant on n'a plus peur de ça, puisqu'après tour prend B7, fou prend B7 et D5, c'est fini. Quel est le plan des blancs? C'est très simple, on va venir en C3, D4, protéger D5, puis après on joue C4, C5, pardon, C6. On laisse toujours les pions sur blanc, et après pour avancer l'autre, on mettra le roi sur C5 et on avancera. Regardez, on va regarder un peu la fin. Bon, Pétrosian arrête ici, mais on montre un peu le plan pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux comment on gagne ce genre de finale. Donc après D5, c'est au noir de jouer. Il vaut mieux essayer d'activer le roi, hein, qui pour l'instant hors jeu. Le fou essayant ici de contrer autant que possible l'avancée des pions. On va jouer roi G6, simplement Roi E3. roi E3. On peut tenter roi F5, pourquoi pas. Mais roi D4, le roi ne peut pas passer de toute façon. Il n'a aucune possibilité ici de faire quoi que ce soit. Là, c'est mort. Donc là, il faut jouer des coups d'attente. C'est le problème d'ailleurs. Alors peut-être on peut essayer pour les noirs de jouer peut-être un peu plus actif. Plutôt de jouer ça, on va jouer ça peut-être. Alors après roi E3, on va jouer roi F5. Roi F7. Roi F7, pardon. Roi F7, parce que comme ça, on va essayer au moins d'amener le roi de ce côté-là, pour essayer de bloquer. Mais on ne va rien bloquer du tout. Hein, voilà. Et maintenant, on peut pousser. Alors regardez comme le fou qui contrôle les cases noires et les pions qui menacent d'avancer sur case blanche se complètent. Et là, que peuvent faire les noirs? Rien. Si on joue roi D7, c'est C6 échec et le fou est perdu. Après, c'est pas un problème, on a encore un pion passé en plus. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc une possibilité, c'est d'essayer de venir peut-être en D8.
Et là, ça y est, on pousse, hein, simplement, on pousse. Alors, si les noirs gardent le contact ici pour empêcher D6, on ne peut pas jouer D6 à cause de la perte du pion, simplement, voilà, vous voyez comment le roi soutient l'avancée de ses pions. Et là, c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, hop, D6. Et si par exemple on joue en D8, eh bien, on peut faire maintenant fou échec, et ensuite c'est échec, puis dame. Voilà, c'est facile. Donc, la partie s'arrête sur, après fou E4, roi E3, roi E2, tour B7, tour prend, fou prend, et D5. Ici, Petrosian abandonne la partie. Une belle partie de Geller. Oui, qui a réussi à d'abord dans l'ouverture prendre un peu d'avantage de développement. Il l'a mis à profit pour une belle séquence tactique. Et ensuite, il a réussi à bien convertir dans une finale qui était relativement facile à gagner. Donc, il a fait preuve de toute sa technique. Hein, toute la technique, exactement. Aussi bien dans le début que dans le milieu de partie que dans la finale. Voilà. Et Petrosian, malgré qu'il soit au top de sa forme en ce moment, en 63, a choisi une ouverture un peu discutable. Hein. Oui, c'est rare que les Noirs ne jouent pas C5 très rapidement dans la française. Ce coup B6, avec cavalier C6 après, il me semble quand même un petit peu suspect. Et puis fou F8. Hein. Fou F8, qu'est-ce que c'est que ce coup? C'était bizarre. C'était bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce coup fou F8? Voilà, une belle partie de Geller qui punit Petrosian pour un début un peu mou et qui ne fait aucune erreur dans l'attaque. Une très belle attaque, bien menée, à connaître pour tous ceux qui veulent prendre avantage des erreurs. Parce que si on ne prend pas davantage des erreurs, on ne peut pas gagner aux échecs. Ça ne marche pas. Merci Jérôme. Merci Stéphane. Pour ce retour historique sur Efim Geller. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour une autre émission Diagonale TV. Au revoir. Au revoir.